Ça fait un petit bout de temps que je fais ce que tu fais, donc voilà, j'ai un peu l'impression que tu es tombé dedans quand tu étais petit. C'est exactement ça. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ta passion? Ma passion, écoute, la genèse de la passion et le déclencheur. Oui. Vu que je rebondis, vu que tu dis que je suis tombé dedans quand j'étais petit, je suis vraiment tombé dedans quand j'étais petit. J'ai 45 ans, je suis né en 69 et en 79, j'avais donc 10 ans. Et j'ai fait partie d'une expérience, j'étais cobaye de l'éducation nationale et d'IBM qui lançait un programme pour sensibiliser les enfants à l'outil informatique. Et ce programme est devenu quasiment, pas 10 ans plus tard, mais presque, le plan informatique pour tous. Donc une fois par semaine, le vendredi après-midi, il y avait un camion qui arrivait de chez IBM qui s'installait dans la cour de récréation. Il tirait un énorme faisceau de câbles comme ça, et au bout du gros faisceau de câbles, il y avait un clavier avec un écran, et on a appris les prémices de ce qui est devenu le logo. C'est un langage qui est dédié à la sensibilisation à la programmation informatique. Et j'ai été en contact très vite. J'ai un papa et un beau papa qui étaient férus de photos. J'ai eu très vite un boîtier photo dans les pattes. Je devais avoir 10-12 ans quand j'ai touché mes premiers réflexes. Voilà. Mon père a fait des trucs, il était aussi comédien, il a fait des westerns sur le plateau du Larzac quand j'avais 2-3 ans, donc forcément il y avait un terreau qui a fait que voilà. Et puis après, petit à petit, je me suis d'abord intéressé à la photo, mais très vite je me suis intéressé en même temps, je fais de la vidéo, et j'ai jamais compris en fait qu'on m'oblige à choisir entre les deux. Et j'ai toujours refusé de choisir. Voilà. Aujourd'hui, on arrive à une époque où il y a une convergence en fait, sur les outils de fabrication de l'image, qu'elle soit fixe ou animée. Tu tournes avec un DSLR, donc tu peux aussi bien faire des photos que de la vidéo avec, dans une grande qualité. Et voilà, donc moi je suis un petit peu comme un poisson dans l'eau là dans cette période où il y a plein de jouets super à utiliser, à tester. Voilà. Alors justement, cette passion, tu la communiques aussi à travers ton blog. Ouais. D'où t'es venue cette idée de parler sur un blog? Comment ça s'est développé? J'ai toujours été, de par le côté tombé dedans quand j'étais petit, quand Internet est arrivé, j'ai eu ma première adresse email en 95 et Internet m'a passionné dès le début. J'ai connu Internet à l'époque des modems 28 000 K. Voilà, l'arrivée de la DSL, ça a été une vraie révolution. J'ai été bêta-testeur pour la DSL de Free en 99. Voilà. Donc du coup, tout de suite, je me suis intéressé, j'ai été sur les forums, le forum du repère, j'en ai été modérateur pendant des années, plutôt sur l'aspect post-production. Mon pseudo, c'était Mister Groove. Voilà. C'est parce que je fais aussi de la musique, donc c'est hérité de ce temps-là. Et puis voilà, de modérateur à blogueur, il y a qu'un pas. C'est-à-dire qu'il y a un moment où tu te dis, bon, j'ai fait partie de l'équipe de Yak 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 aussi, que tu dois connaître, avec donc Erwan et Olivier qui en sont les fondateurs. On a fait notre premier voyage au NAB ensemble, ça devait être en 2007 ou... Non, je dis des bêtises, 2009 peut-être. Bref. C'était avec l'arrivée du 5D Mark II et à l'époque en fait j'ai proposé à Erwan et Olivier merci d'ouvrir un département caméra sur Yak Yak Yak, et ils m'ont dit non, on veut rester vraiment focalisé sur la post-prod, mais la star c'est toi t'es une star, tout le monde te connaît sur internet, vas-y monte ton blog à toi. Et c'est vrai que moi j'étais dans une phase de réflexion parce que je me disais à part des blogueurs anglo-saxons comme Philippe Blum et Vincent Laforêt, pour ne citer que, il y avait très peu de contenu d'informations et de gens qui partageaient justement toutes ces connaissances avec les gens à travers un site internet. Donc je me suis lancé. L'autre élément déclencheur c'est une histoire que j'adore raconter parce que c'est complètement improbable. C'est en septembre 2009, 8h du matin, j'avais bossé toute la nuit sur un montage, j'étais dans le gaz total, le téléphone sonne, je décroche. Et donc j'avais la voix de Barry White, tu vois, comme ça. Et là, le monsieur me dit au téléphone, oui, bonjour, Emmanuel Pampuré, excusez-moi de vous déranger.
je suis Laurent Roussel, je suis le patron de Panasonic France et j'aimerais vous acheter votre film que vous avez fait avec le GH1. Donc là, le temps que les neurones se reconnectent, je me suis pincé. Voilà. Le film dont il parlait, c'était mon film de vacances. Donc j'ai filmé mes filles lors d'un petit trip en Corse l'été 2009. Ouais. Et donc voilà, il y a le patron de Panasonic qui m'a appelé pour me demander s'il pouvait m'acheter mon film de vacances. Donc ça s'est transformé à une intervention sur le salon de la photo, à pas mal de choses avec Panasonic et avec d'autres constructeurs aussi, après derrière Canon, Sony, Red. J'ai toujours été aussi très en lien avec les gens de chez Red. Et voilà, et puis donc le blog est né il a 5 ans, il est né en octobre 2009, voilà. Et voilà, c'est cool, quoi. Et je m'attendais, j'ai jamais pu imaginer que ça puisse avoir un tel succès. Très bon retour, effectivement. C'est phénoménal. J'ai des gens qui me demandent des autographes, j'ai des gens qui me font des selfies avec moi. Voilà. Quand j'étais petit, je voulais faire rockstar. Finalement, au niveau de la guitare, je suis passé, ça marchait pas trop. J'étais pas assez bon, mais peut-être que là, voilà. Alors, sur le blog, c'est quand même très technique. Il y a très technique, il y a des bonnes infos techniques qu'on retrouve. Ça m'amène avec G-Technologie sur le stand sur lequel on est. Ouais. Qu'est-ce que tu peux me dire sur G-Technologie pour, je dirais, en entrée de gamme, les produits qu'il y a en entrée de gamme? Moi, j'ai repéré des petites choses. Moi, il y a des produits que je trouve vraiment fabuleux, c'est notamment le G-Dock, le système de G-Dock avec les 2 disques extractibles. C'est vraiment un truc qui est très chouette parce que ça te permet, si tu as besoin d'avoir de la rapidité, tu mets par exemple 2 SSD stripés en RAID 0 et tu as un débit de folie pour avoir un disque de travail. Et après, tu mets des petits disques de 1 Tera en mécanique simple pour pouvoir faire des backups par exemple, ainsi de suite. Je trouve que c'est un produit qui est vraiment super malin. Voilà. Je sais pas si on l'a sur la table, c'est celui-ci? Non, ça c'est un G-Red Thunderbolt. Ça c'est une des mécaniques, un des disques extractibles. La particularité de ce disque, c'est que c'est un disque qui est dit rugged aussi, que c'est un châssis en aluminium qui est assez costaud. Et le disque est enrobé de caoutchouc. Le caoutchouc, il y a d'autres marques qui mettent le caoutchouc à l'extérieur, là il est dedans. Okay, et donc ce disque-là, quand tu le mets dans le G-Dock, il est connecté en SATA et le G-Dock lui est relié en Thunderbolt. Okay, donc tu as la meilleure... la performance du disque en fait n'est jamais ralentie par le tuyau auquel il est connecté. Et par contre, tu peux l'utiliser directement aussi. Tu peux livrer un client avec des images dessus et il peut le brancher en USB 3. Voilà. Donc ça, moi, c'est vraiment des produits que j'adore. Sur Mac, non, c'est pas ça? Le G2 qui marche pas que sur Mac, sur les PC qui ont du Thunderbolt, ça marche. Thunderbolt, je veux dire. Il faut, sur les HP, les Z800 et tout ça, il y a de plus en plus de PC qui offrent le Thunderbolt maintenant. Après, dans les autres produits que j'aime bien, j'utilise beaucoup celui-là, c'est-à-dire que c'est mon petit disque de voyage, je ne sais même pas comment il s'appelle, mais G-Drive mobile, donc tu as à la fois de l'USB 3 du Thunderbolt, c'est super costaud et c'est très rapide. C'est le disque que j'ai tout le temps dans mon sac, où j'ai mes photos du moment, ma petite librairie Lightroom, les rushs que j'ai envie de... Voilà. Ça fait 1 Tera, voilà. Et c'est assez performant. Moi, ce que j'aime chez G-Tech, c'est pour la petite histoire, je suis devenu ambassadeur de la marque, mais j'étais client avant. Donc ça, si tu veux, quand ils sont venus gratter à la porte en me disant on a besoin de quelqu'un qui soit un peu ambassadeur de nos produits, est-ce que ça te branche? Je n'ai pas hésité longtemps parce que j'étais déjà convaincu de la qualité des produits, je les utilise depuis un certain temps. Je les utilise à titre perso pour tout ce que je fais sur le blog, toute la gestion des données sur la partie quand je suis en tournage, tout ça, j'utilise le G-Dock à fond. Et sur les gros tournages avec les machineurs, on utilise aussi le Studio XL qui vient juste de sortir. On a déjà fait plusieurs tournages dessus, ou sur les solutions d'IIT qu'on met en place pour pouvoir sécuriser les rushs sur le tournage. On utilise les 2 produits, le Studio XL et le G-Dock. Le Studio XL est la mémoire principale du film, c'est-à-dire qu'on peut avoir jusqu'à 64 Tera. Donc on a de quoi l'utiliser sur toute la durée même d'un long métrage. On peut qu'on fasse pas du RAW, voilà, ce qui n'est pas non plus le
le quotidien de tout le monde, si tu veux. On est plutôt sur des petits films pour l'instant, quand on est... le Red Code, ça loge, tout ce qui est XAVC, tout ce qui est AVC Ultra, Panasonic, tout ce qui est ProRes et d'autres codecs, 64 Tera, c'est assez confortable pour pouvoir travailler sur un film. Et le truc qui est génial, c'est qu'une fois qu'on a fini, on prend le volume et plaf, on branche la station de montage et on n'a pas à perdre du temps à faire des copies, ainsi de suite. Et on utilise le GDoc pour faire les doubles backups. On fait même 3 backups. On en fait un sur le Studio XL qui est déjà une sécurité parce que c'est en RAID 5. Et sur le GDoc, on fait en plus tous les jours des disques dits d'Elise où il y a les rushs du jour et tous les soirs en fait il y a une séparation aussi physique et géographique des médias parce que ça c'est aussi un des secrets de la sécurisation des données, c'est qu'il ne faut pas que tout soit stocké au même endroit. Donc moi j'aime beaucoup GTech pour ça parce qu'il y a un souci de la qualité. Toute la gamme studio, c'est des disques Enterprise, c'est la première marque qui donne la possibilité aux professionnels mais aussi aux amateurs éclairés d'accéder à cette qualité. C'est des disques qui sont garantis 3 ans. La différence de la classification Enterprise pour les disques durs, ce qu'il faut savoir, c'est que ces disques qui sont conçus pour les serveurs, pour les data centers et qui tournent H24 et qui sont très très sollicités. Or, dans nos métiers, quand on est en post-production, souvent les disques durs ils sont sur 24 heures sur 24 et ils tournent tout le temps. Donc c'est plutôt bien vu. C'est des produits qui sont malins, il y a une gamme qui est assez logique. Et après, le truc qui est intéressant, c'est aussi qui nous font participer tous les membres, les G-Team members comme ils disent, ils nous font participer à la conception des produits. C'est de quoi vous avez besoin. Voilà. Il y a vraiment une écoute. Donc là, on doit être 20-25 G-Team dans le monde. Il y en a une dizaine qui vont participer à l'élaboration de nouveaux produits dans pas très très longtemps. Voilà. Et ça, je trouve ça... J'aime beaucoup les sociétés des fabricants comme ça, que ce soit pour les caméras ou pour toute autre chose, qui consultent les utilisateurs. Je trouve que c'est la démarche la plus maligne, tu vois. Voilà. Je vois Blackmagic, ce qu'ils sont capables de sortir au niveau caméra, je me dis qu'il ferait bien de consulter les utilisateurs. C'est très pas mal. GoPro l'a bien compris, ils font la GoPro, Canon, Sony, Panasonic. Panasonic, ils ont compris ça depuis un petit bout de temps. Moi, j'avais été invité en 2010 à Osaka pour aller non pas tester une caméra, mais critiquer leur travail. Il y avait Philippe Blum, on était 5 ou 6 blogueurs influents, même si j'aime pas le côté gonflant du terme. Et ils nous ont dit, voilà, dites-nous qu'est-ce qui va pas et s'il y a un prochain modèle, qu'est-ce qu'on peut faire évoluer. Je trouvais la démarche assez incroyable. La démarche qualité. Alors une dernière petite question avant que le café refroidisse. Quel conseil tu donnerais, admettons, pour un jeune qui voudrait démarrer, enfin un jeune ou un moins jeune, quelqu'un... Quel conseil à quel niveau en termes d'équipement? Pour filmer aujourd'hui. Voilà. Si j'ai un conseil à donner, justement GTech a édité un petit bouquin où il y a des conseils, c'est tout fait de conseils, c'est des conseils que je donne, donc là il y a 2-3 trucs à lire. Il y a des petits problèmes de traduction parce qu'ils m'ont demandé de le faire en anglais et on traduit en français après, donc c'est bizarre, mais voilà, il y a 2-3 fautes. Les conseils principaux que je donnerais, c'est qu'en termes d'équipement, il faut éviter de suivre la mode, il faut accepter d'avoir du matériel un tout petit peu obsolète au bout d'un certain temps, parce que c'est pas parce que tu as la meilleure caméra que tu vas faire les meilleures images, c'est pas la truelle qui fait le maçon, c'est évident, et que c'est important aussi d'acquérir des automatismes et de se familiariser avec l'ergonomie. Si tu changes de caméra tous les 6 mois, tu vas jamais retrouver tes boutons et il y a un moment où ça va poser un problème. C'est un frein à la créativité. Voilà. Moi j'ai appris avec une caméra à l'épaule, j'ai commencé avec une bêta, j'ai fait de bêta, je suis passé à bêta SP, de bêta SP à bêta
numérique, il y avait ASX et ainsi de suite. L'ergonomie des caméras a très peu évolué. Le bouton de la balance des bancs a toujours été au même endroit, les filtres neutres ont toujours été au même endroit. Donc il y a un moment où quand tu passes beaucoup de temps avec un outil, tu arrives à avoir une certaine dextérité avec cet outil. Et c'est pareil aussi pour les outils de post-production. Et après, deuxième conseil que je mettrais en avant, c'est dans un choix d'équipement sur la partie tournage, il y a une caméra révolutionnaire, encore mieux que les autres, qui sort tous les 6 mois. Par contre, l'investissement pérenne qu'il y a à faire, c'est au niveau du choix des optiques. Un objectif, ça peut durer plus de 30 ans. Moi j'utilise actuellement, je m'éclate avec des vieux cailloux Leica des années 70. Les optiques ont 40-45 ans. Je fais des images absolument fabuleuses avec, je suis red dingue. Et voilà, donc aujourd'hui, le choix le plus important, c'est l'optique sur la partie tournage. Et le choix le plus important sur la partie post-production, c'est le stockage. C'est ce qui évolue le moins vite. C'est là où il y a le moins de révolution. Et c'est le truc qui est le plus pérenne. Donc, quitte à sortir des sous, choisissez votre famille optique, choisissez votre solution de stockage. Et le reste, au final, n'est qu'accessoire. Très bien. Merci beaucoup. Super. Merci à toi.